Le balado Histoire d'un soir vous est présenté par les abonnés Patreon du podcast. Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement où les gens qui s'inscrivent peuvent donner le montant qu'ils veulent, là, entre 1 et 30 $, je pense que j'ai programmé, une fois par mois. Puis, en fait, c'est vraiment avec ce fonds-là qu'on est capable de financer l'enregistrement des épisodes, la production, la diffusion. Donc, en fait, Histoire d'un soir est cette année, en fait, en 2022, est une production indépendante qui est entièrement basée sur les cotisations de Patreon. Donc, si jamais vous voulez supporter le podcast, c'est vraiment la manière la plus concrète là, de le supporter. Donc, juste à marquer Patreon Histoire d'un soir sur Google. Vous devrez nous trouver assez facilement. Puis là, vous pouvez vous inscrire pour devenir un supporter régulier du balado. Je tiens aussi à remercier le café Yo Eco, là, que ça fait comme 2 ans qu'ils nous supportent dans le projet de podcast. À chaque épisode, là, vous entendez la chronique café qu'on appelle présentée par Jérémy. C'est des cafés qui nous sont fournis par le Yo Eco Espresso Bar. C'est un café qui est situé dans le quartier Villemort à Montréal. Puis, en fait, là, il y a plein de bons torréfacteurs qui sont disponibles là-bas. Donc, on boit du café Escape, du café Canal. Puis, en fait, c'est ce qu'on sert à chaque début de podcast. Puis, vous êtes chanceux. On a un beau code promo pour vous. En fait, on n'a pas un code promo, pardon. On a une promo pour vous. Donc, si jamais vous allez au YoEco, juste à dire que vous êtes un auditeur et une auditrice du balado Histoire d'un soir, puis vous avez 2 pour 1 sur les boissons, c'est quand même très hot, 2 pour 1 pour un latte, là, c'est très cool, plus un 25% de rabais sur les sacs de café. Donc, voilà, je te vous présenter au YoEco et dire que vous êtes une personne qui écoute le balado Histoire d'un soir. Enfin, pour une deuxième année, encore une fois, on est en partenariat avec le musée McCord Stewart. Et cet automne, en fait, vous allez pouvoir plonger dans le 19e siècle grâce à l'exposition rétrospective du photographe Alexander Anderson, Art et Nature. Vous allez pouvoir faire un tour dans les années 1970 avec Disraeli revisité, chronique d'un événement photographique québécois et revivre les prémices de la pandémie avec les photographies de Michel Huneau. Vous allez aussi pouvoir assister à la très pertinente exposition Voix autochtones d'aujourd'hui, Savoir, trauma et résilience, qui présente des objets et des témoignages issus des 11 nations autochtones au Québec. Donc, on rappelle que le musée McCord Stewart célèbre la vie à Montréal d'hier à aujourd'hui, son histoire, ses gens, son peuple et ses communautés. Puis, pour le musée McCord, vous avez un code promo. Donc, si jamais vous voulez aller visiter le musée, prendre des billets pour une journée, vous allez juste à mentionner le code promo Histoire 2022 en faisant votre achat Histoire 2022, je rappelle, et vous allez avoir un 25% de rabais sur l'admission au musée. Donc, voilà. Bonjour à tous et à toutes. Et bienvenue au podcast Histoire d'un soir, le podcast où on rencontre des historiens et des historiennes qui travaillent en histoire du Québec. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer Francis Lapointe. Francis Lapointe est présentement étudiant à la maîtrise en histoire sous la direction de Joanne Burgess à l'UQAM. Il s'intéresse aux enjeux culturels, économiques et sociaux liés au commerce et à la facture des instruments de musique à Montréal. Pour le moment, son projet de mémoire de maîtrise s'intitule « The Necessity of Importing Pianos to Canada is Gone Forever, le commerce musical à Montréal de 1820 à 1851 ». Avant d'entamer ses études de maîtrise en histoire, Francis Lapointe a complété 3 certificats de premier cycle, soit un certificat en histoire à l'UQAM, un certificat en musicologie et histoire de l'art à l'UDM et un certificat en muséologie à l'UQAM. Mis à part ce retour aux études qu'il a entamé en 2018, Francis œuvre lui-même comme musicien et en tant que gestionnaire dans le commerce et la réparation d'instruments de musique. Il travaille également en tant que chargé de projet au sein de l'Association canadienne des luthiers et archetiers et il collabore au projet de recherche qui est intitulé « La vie musicale au Québec pour un décloisonnement de l'histoire 1919 à 1952 », qui est présentement conduit par le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise. Tout récemment, Francis Lapointe a reçu la bourse BANQ de soutien à la recherche de niveau maîtrise, ainsi que la bourse d'excellence du Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal. En juin 2022, il a présenté une communication au Centre national de musique de Calgary, qui lui a valu le prix Frédéric R. Selch Award de la American Musical Instruments Society.
Dans le podcast aujourd'hui, on a fait un beau retour sur son chemin en histoire, en fait, puis aussi son parcours lui-même en tant que musicien, en tant que personne profondément passionnée par les archives, par le matériel, par les instruments. Francis est un grand collectionneur, donc on a parlé un peu de comment la passion de la musique s'est articulée avec la passion de l'histoire pour devenir un projet de maîtrise par la suite. Donc, c'était vraiment, vraiment le fun, vraiment enrichissant comme discussion. Là. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir rencontré Francis aujourd'hui. Donc, voilà, sur ce, je vous laisse sur cette belle rencontre que j'ai eue avec Francis Lapointe et je vous dis bon podcast. Salut tout le monde. Aujourd'hui, le café, ça va être le café Yoeco de Yoeco. En fait, c'est une collaboration avec Escape. Je crois que c'est le premier mélange en fait qu'on sert au podcast. C'est un mélange entre un Colombien, un Brésilien et un Éthiopien. Le but derrière ce café-là, c'était d'aller chercher autant de corps que le côté un peu fruité du café, donc d'où un peu l'Éthiopien aussi, qui s'en va chercher ce côté-là un peu plus funky derrière. Ça rend tout assez intéressant en fait. Donc, je vais vous servir ça. Encore une fois, merci beaucoup au Yoeco pour le petit partenariat qu'on a établi au début de la dernière saison. C'est toujours vraiment agréable. Merci. Non, on va le prendre donc, comme ça. Merci beaucoup. Ça va être la première fois que je vais le prendre sans lait. En plus, à la Chemex, là, généralement, ça donne un café qui est moins lourd, on dirait. Donc, Francis, allô? Salut. J'ai vu, en faisant mes petites recherches sur toi, que tu travaillais en tant que musicien et en tant que gestionnaire dans le commerce et la réparation d'instruments de musique. Donc, première question toute simple. Je suis curieuse de savoir, c'est quoi ta relation avec la musique? Comment est-ce que c'est arrivé dans ta vie? Eh mon Dieu. La musique est là dans ma vie depuis quand même pas mal longtemps. Je te dirais, ça s'est révélé à moi là, au début de l'adolescence. Vers, je sais pas moi, 10, 11, 12 ans peut-être. À l'époque, on parle autour de 1990, je m'étais abonné au Club Columbia. On recevait 10 cassettes gratuites, là, quelque chose du genre là, au début, tu sais, puis ils envoyaient un petit guide tous les mois. Et puis, ça a été pour moi la première littérature musicale. Je me servais de ce petit guide-là pour apprendre, tu sais, puis savoir que j'allais commander le mois suivant, puis tout ça. Mais vraiment, j'étais rendu que j'en découpais, là, puis j'en faisais un petit scrapbook. Puis là, j'apprenais sur le classic rock, j'apprenais sur toutes sortes de styles musicaux. Fait que ouais, ça a été un peu là, l'élément déclencheur d'une passion musicale. Puis là, je me rendais compte, tu sais, qu'il y avait beaucoup de choses à découvrir. Puis honnêtement, j'aimerais retourner à cette période-là de ma vie pour avoir encore toutes ces possibilités-là qui s'ouvraient à moi. Tu sais. Mais au travers de ça, il y a eu une cassette que j'avais commandée qui était Bob Dylan Greatest Hits. Puis là, écoute, déjà, on peut parler d'un mariage entre histoire et musique dans mon cas. Dylan, rapidement, j'ai voulu aller voir qu'est-ce qui se faisait. Pas qu'est-ce qui se faisait, mais quelles étaient ses influences à lui. Et puis là, on remonte dans le folklore américain. Woody Guthrie, je sais pas si ça dit quelque chose, non? Folk singer des années 40, un troubadour, un hobo, comme on l'appelait à l'époque. C'est quelqu'un qui a vécu pendant la Grande Dépression, pendant le Dust Bowl. Donc, ça m'a amené à lire Woody Guthrie. Lui-même avait écrit Bound for Glory, qui est un roman autobiographique, si tu veux, qui trace le stéréotype du hobo, qui s'en va vers la Californie. Ça m'a amené dans la littérature à lire Steinbeck, Les raisins de la colère, plus tard la beat, mais ça m'a surtout amené à commencer à triper sur la musique vernaculaire américaine, là, le blues, le ragtime, le bluegrass, le folk, le country. Donc, tous ces styles-là s'ouvraient un peu à moi. Et ben, il y avait comme une perspective historique, on dirait, qui allait avec. Tu sais, on était dans le passé, les instruments m'intéressaient. Tu sais, qu'est-ce que j'entendais dans ces musiques-là? Bon, du banjo, de la mandoline, de la guitare hawaïenne. Déjà là, il y avait plein d'interrogations. Et puis, ben c'est ça. Écoute, j'ai commencé à jouer de la guitare. J'ai commencé à tout le temps aller un petit peu plus loin dans cette démarche-là. Puis rapidement, bon, j'étais resté encore chez mes parents et j'avais un banjo, une mandoline, justement, une guitare hawaïenne, 2 guitares. Fait que là, le trip de collectionneur, en fait, puis l'intérêt pour l'instrument de musique, l'objet musical, là, apparaissait déjà à ce moment-là.
Bref, quelques années plus tard, j'étais allé étudier en enregistrement sonore à Trébasse, donc le studio d'enregistrement. Puis ça, c'était en 99, donc on apprenait à enregistrer sur du ruban 2 pistes. Là. C'était la dernière année qu'ils ont fait ça. Après ça, ça a transféré au numérique. Et de fil en aiguille, bon, je me suis retrouvé chez Archambault dans le département des instruments de musique. Puis c'est là le trip de collectionneur, tu sais, embarqué au niveau des instruments, mais qu'en plus aussi en fréquentant des disquaires, des libraires, ben là, tu sais, tu baignes dans un univers culturel, beaucoup de découvertes musicales à ce moment-là. Puis tu suivais-tu des cours de musique? J'ai suivi des cours, je pas mal autodidacte, mais j'ai suivi des cours à certains moments clés là, dans ma vie où je sentais que j'avais besoin au départ, en fait, quand j'ai commencé la guitare, j'ai suivi des cours pendant 2-3 ans. Mais les autres instruments comme le banjo, le dobro, ça a été quelques cours, après ça, on y va par soi-même, puis j'achetais des cassettes vidéo là, que je faisais venir des États-Unis, à l'époque, c'était des VHS, pour apprendre à jouer, puis j'ai parti des groupes de musique, puis là, j'ai commencé à performer, mais en même temps, j'avais déjà cette volonté-là de marier encore plus l'histoire et la musique. Fait que tu vois, au milieu des années 2000, j'avais une chronique à Univers Folk à Choc FM. Okay. J'allais pas à l'université. À ce moment-là, je travaillais chez Archambault, je faisais de la musique. C'est à côté. Mais c'est à côté. Fait que voilà. J'avais été invité, en fait, avec mon groupe. Puis, tu sais, j'ai fait comme, hey, moi, j'aimerais ça participer. Tout ça. Fait que j'avais parti une chronique sur les instruments de musique, puis le folk américain. Fait que là, tu sais, qu'est-ce que le banjo, comment interpréter ça dans le folk américain, tout ça. J'avais, par ma job chez Archambault, monté une conférence atelier, une conférence concert, je devrais dire, sur le banjo que je donnais à l'occasion. Et puis, fait que, tu vois, déjà, là, j'étais pas encore dans les études académiques par rapport à l'histoire, mais ça faisait déjà partie là, de mes intérêts profonds. Ouais. Puis l'histoire en tant que telle est arrivée quand? Ben, l'histoire, tu vois, comme elle se greffait au fur et à mesure. Mon père m'a donné un certain goût de l'histoire assez jeune, en fait. Mon père, c'est quelqu'un qui s'était beaucoup intéressé à l'histoire de Montréal. Donc, quand j'étais jeune, on faisait, moi, ce que j'appelais des sightseeing. Là, on partait, j'habitais à Laval, on venait à Montréal, puis on se promenait dans les rues. Puis là, le paternel, il me montrait des affaires. Ouais. Lui, il avait passé sa vie à Montréal. Fait que, tu sais, il y avait comme moi cette influence de mon père, en fait, pour l'histoire. Et puis, c'est ça. Quand je travaillais chez Archambault, en fait, pendant un certain moment, je gérais l'atelier de lutherie, les réparations. Ça a été mon initiation avec cet univers-là de la lutherie. Et dans mon bureau, j'avais un cadre du magasin. On voyait le 2e étage dans les années 1930, 40 peut-être. Puis j'étais vraiment émerveillé par ce cadre-là. J'ai cette photo-là que je regardais à tous les jours. Puis je me demandais, bon, c'est quoi les instruments? Qui achetait ça? Qu'est-ce qu'on jouait comme musique? Puis tout ça. Fait que ça a été l'élément déclencheur de mes recherches qui se continuent là, à ce jour. Mais rapidement, je voyais qu'il n'y avait pas grand-chose sur le commerce, à tout le moins, des instruments de musique, sur la facture instrumentale au Québec. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont écrit sur la musique au Québec, là, mais mon intérêt, précisément, moi, étant dans un magasin de musique, vivant vraiment cette réalité-là à l'interne, je voulais historiquement comprendre qu'est-ce que je vivais, si tu veux. Puis là, je me suis remarqué que c'était le désert. Mm-hmm. Donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à fouiller par moi-même. Ça a été le début de mon processus d'historien, si tu veux. J'utilisais BANQ numérique qui venait, là, qui commençait à se déployer, le bottin Lovell, sans OCR. Là, il y avait pas, tu n'avais pas d'engin de recherche dans le Lovell, mais à tout le moins, il était consultable en ligne. Les journaux montréalais, au début, je me dis, bon, c'est quoi les archives que je pourrais atteindre pour réussir à trouver un peu d'histoire sur la facture et le commerce des instruments. J'ai trouvé les publicités comme première source, dans le fond, accessible. Bon, je me dis, si je fouille dans les vieux journaux, je vois des publicités. Fait que, me faire une tête en premier sur qui étaient les acteurs principaux puis tout ça. Fait que ça a commencé vraiment tôt, je te dirais. Là, j'étais encore chez Archambault que je commençais à fouiller là-dedans. Bref, en 2008, j'ai parti ma compagnie de vidéos, de cours de musique, en fait, en DVD, en français. Ça a duré quelques années.
puis en même temps, ben j'ai arrêté de travailler à temps plein, j'ai fait de la musique à temps plein comme musicien. Ouais, à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est ce que j'ai envie de faire. Tu sais, j'étais début trentaine, fin vingtaine, début trentaine. Fait que pendant quelques années, ça a été mon gagne-pain. Ça a été de faire de la musique. J'amenais, dans le fond, moi, j'avais appris là, à ce moment-là le banjo, le dobro, la guitare hawaïenne, tout ça. Fait que j'amenais ça avec des artistes québécois ou mon propre groupe, là, qu'on faisait du bluegrass en français, puis tout ça. Fait que ouais, j'ai continué à chercher, puis le fait d'être musicien, d'avoir un horaire super flexible, ben ça m'a comme donné l'ouverture qu'il me fallait pour passer du temps à faire de la recherche. Mm-hmm. J'avais des belles journées libres, les shows c'était le soir, on s'entend, ou surtout la fin de semaine. Fait que ouais, c'est ça, j'ai vraiment commencé à pousser cette recherche-là. Et puis en 2015, j'étais retourné travailler dans un atelier de lutherie à Montréal, la Maison du violon, pour pas la nommer. C'est un atelier où il y a beaucoup de restauration d'instruments du quatuor. Donc, on fréquente des instruments anciens puis tout ça. Tu sais. Puis là, j'avais élargi mon champ de recherche aux archives notariales et aux archives judiciaires à ce moment-là. Par moi-même, là, j'avais commencé à me dire, bon, il y a sûrement d'autres places que je peux trouver des traces de tout ce patrimoine de factures instrumentales. Et comme de fait, oui, dans les archives notariales et judiciaires, j'ai trouvé beaucoup de choses. On pourra peut-être en reparler tantôt. Mais à ce moment-là, j'ai senti vraiment un gros besoin d'être capable d'interpréter ce que je trouvais, d'avoir une méthodologie de recherche peut-être un petit peu plus sérieuse, de comprendre en fait ce que j'étais en train de faire. Tu sais. Je l'ai fait un peu par instinct jusqu'à là. Je fouillais, je ramassais des affaires, tu sais, puis je commençais à me dresser un beau portrait, mais je manquais vraiment d'outils. Je manquais d'outils à ce moment-là. Tu as fait ça combien de temps, dans le fond, de la recherche en histoire par toi-même avant d'arriver à l'université? Ben, tu vois, tantôt, je parlais là, de concerts-ateliers sur le banjo, tout ça. Là, on parle de 2005-2006 à peu près, tu sais. Fait que j'ai l'impression que ça m'a suivi quasiment toute ma vie, en fait. Oui. C'est vraiment naturel. C'était vraiment une histoire de passion. Mais là, comme je te dis, autour de ces années-là, 2015, je me souviens, j'avais écrit à Marie-Thérèse Lefebvre, qui est une musicologue québécoise de renom, en lui disant ce que je faisais comme recherche, puis tout ça, puis que j'aimerais ça peut-être écrire là-dessus. Puis elle dit, envoie-moi ta bibliographie. Puis là, je suis comme, oh, bibliographie. De quoi elle parle? Non, mais tu sais, j'étais dans les sources primaires, puis let's go, j'allais dans les archives, puis j'avais l'impression d'être en train de construire quelque chose de grandiose, là, tu sais. Ouais. Mais j'avais pas du tout, je m'étais pas reviré vers l'historiographie, qui en a parlé, tu sais, autre au Québec, là, mais tu sais, plus largement, qui parle des instruments de musique. Fait que j'ai vraiment pogné de quoi quand elle m'a écrit ça. Je dis, j'en ai pas de bibliographie. Moi, je pensais qu'avec mes sources, là, je pouvais faire du chemin puis réussir à écrire quelque chose. T'sais. Fait que là, ça a encore plus stimulé mon désir d'aller à l'école, d'aller à l'école, je dis, d'étudier en histoire, en fait. Fait que là, c'est ça. Après, t'as commencé, en fait, j'ai vu que tu avais fait 3 certificats de premier cycle. Ouais. Fait que un en histoire à l'UQAM, un en musicologie et histoire de l'art à l'UDM, puis un certificat en muséologie à l'UQAM. Ouais. Puis, je suis curieuse de savoir, en fait, comment ces 3 certificats-là se sont articulés ensemble intellectuellement pour toi. Qu'est-ce qui a fait, admettons, que tu as commencé en histoire, que tu es allé faire après ça musicologie, après ça, tu es revenu à l'UQAM, puis ensuite, tu as choisi l'histoire comme maîtrise? Ben, tu vois, c'est un bricolage, tout ça. Okay? Je vais être honnête avec toi. Ce qui m'intéressait le plus, c'était l'organologie. Puis, peut-être qu'on pourra en reparler tantôt, mais l'organologie ne s'enseigne pas vraiment ici au Québec. On va donner quelques cours qui ont rapport à... L'organologie étant l'étude vraiment des instruments de musique dans leur matérialité, mais aussi dans leur résonance symbolique ou dans leur vie sociale, je peux dire. Et bon, tu peux avoir des cours en musicologie à l'UDM sur l'organologie, mais il n'y a pas de programme en tant que tel. Et puis là, à ce moment-là, j'avais une petite fille de à peine 2 ans. On venait d'acheter un condo, ma blonde travaillait au cirque, juste pas loin du condo. Fait qu'il n'y avait pas idée de déménager soit à... il y a 2 universités, en fait, qui donnent un programme d'organologie, une à Édimbourg et un autre au Dakota du Sud. Okay? Fait que c'est des universités qui sont attachées à des grosses collections, finalement, à des musées qui ont des grosses collections pour pouvoir vraiment avoir contact avec l'instrument. Fait que je me suis dit, qu'est-ce qui s'enseigne là-dedans? Fait que j'ai fait un peu le tour, tu sais, de c'est quoi les programmes d'organologie, tu sais. Fait que moi, je me suis dit, OK, je vais me faire 3 certificats. Un en histoire, un en musicologie
Et puis là, ben, je pouvais pas prendre juste musicologie. Fait que l'histoire de l'art, c'est un peu greffé, là, tu sais, de force à tout ça, et je ne le regrette pas du tout. Et après ça, muséologie, parce que la muséologie, ben, c'est les collections d'instruments vivent dans les musées, puis il y a comme tout un aspect là, important, selon moi, qu'on apprend en muséologie, qui est de se concentrer sur l'objet. Qu'est-ce que signifie l'objet et ses contextes, et puis, toutes sortes d'autres considérations là, en termes de conservation, de restauration des instruments. Est-ce que les instruments devraient rester silencieux ou devraient être joués? Tu sais, il y a tout un... Puis là, dans les musées, normalement, on n'a pas le droit de toucher aux affaires. On n'a peut-être surtout pas le droit de les activer. Pense à un instrument avant, tu sais, personne ne va aller souffler dedans, là, je veux dire, c'est impensable dans un musée, mais en même temps, un instrument, il est muet pendant ce temps-là. Est-ce qu'on conserve quelque chose dans sa pleine signification, tu sais? Mais bon, pour revenir en arrière, ça a été le premier, ça a été histoire. Je me suis dit, je vais commencer avec l'histoire parce que c'était un peu ça, tu sais, qui était le centre de mes questionnements. Je trouvais que ça revenait beaucoup au travail historien. Donc oui, à raison de 2 cours par session. Je le faisais le soir, après mon 40 heures semaine. Donc, je partais de la job, j'allais faire mes cours. Mes fins de semaine étaient décidément là, hypothéquées. Fait que ça fait une couple d'années que je suis quand même un peu hypothéqué. Là. Ça. Mais ça a été merveilleux, ça a passé vite. Tu sais, je l'ai fait je dis ça a passé vite, ça a pris 2 ans et demi, faire 10 cours. Ouais. Je l'ai fait 11 tellement que j'aimais ça. Mais après ça, tu vois, il y avait une trame, il y avait un fil conducteur intellectuellement dans ces 3 certificats-là, qui était un peu de me faire un programme d'organologie par moi-même. Mais les cours que je choisissais aussi, j'avais déjà mon sujet qui me passionnait, tu sais. Fait que tout de suite, au début, ben, je prends des cours avec Laurent Colantonio sur la Grande-Bretagne, sur l'époque victorienne. Fait que là, j'en profite pour me faire une base historiographique. Donc, tu sais, j'ai été chanceux. Laurent Colantonio nous demande, faites un bilan historiographique sur un sujet. Moi, let's go. Fabrication du piano en Angleterre. Ben, écoute, ça a été, tu sais, là, c'est quoi les ouvrages forts, tu sais? Fait que j'ai tout de suite établi quand même une bonne base historiographique sur le mouvement, après ça, sur le mouvement des fanfares en Angleterre, sur le symbolisme du banjo aux États-Unis. Fait que, tu sais, chacun des cours que je prenais, c'était pas innocent, là. Il y avait vraiment une idée derrière ça, tu sais, puis une intention, puis dans la mesure du possible, je faisais mon travail de session sur les instruments de musique. Fait que, tu sais, ça a été le cas pour beaucoup de cours. Puis l'idée de faire une maîtrise, c'était-tu là depuis le début? Non. Je pensais même pas faire un bac. En fait, j'ai fait un bac par cumul avec ces 3 certificats-là, tu sais. Mais rapidement, tu sais, en 2018, là, après 2 ans et demi, je dis, hey, j'aime ça étudier. J'aime ça. C'est cool, tu sais. Puis comme adulte, ben, la perspective est différente. Tu sais, moi, j'avais arrêté après le cégep. Puis j'avais commencé à faire de la musique, mais en fait, j'ai fait très basse le cours d'enregistrement sonore. Mais après ça, bon, tu sais, j'étais allé travailler puis faire de la musique. Fait que j'ai découvert que j'aimais ça étudier. Puis comme adulte, ben, je sais pas, là, tu sais, j'ai pas allé à l'université au début de la vingtaine, fait que je peux pas nécessairement comparer. Mais moi, je mettais beaucoup de rigueur, puis beaucoup de sérieux, puis j'étais intéressé, tu sais. Fait que là, en 2018, j'ai dit, ben, j'ai envie de faire ça encore, mais un petit peu plus vite, là. Tu sais, je peux pas étudier ça sur 10-15 ans. À ce moment-là, j'ai eu mon petit garçon aussi qui est apparu dans le décor. Fait que là, 2 jeunes enfants, tout ça. Fait que je dis, let's go, on donne un coup. Fait que 2018, j'ai arrêté de travailler, puis je dis, je m'en vais à temps plein. Okay. Fait que là, j'ai demandé des prêts et bourses, puis fait que j'allais faire musicologie, histoire de l'art, qui est le certificat musique et art qui est vraiment donné par la faculté de musique à l'UDM. Ça a été une révélation, ce certificat-là. Les cours de socio-musicologie, tu sais, où j'ai approché, j'ai connu Bourdieu, Becker, la théorie de l'acteur réseau avec Latour. En fait, tu sais, la sociologie de l'art, surtout, ça m'a beaucoup influencé. Des cours comme politique, musique, institutions et politique culturelle avec Michel Duchesneau, qui est le directeur de l'OICRM, là, qui est un gros... un centre de recherche vraiment à l'UDM en musicologie. Ben, c'est des cours qui ont été super inspirants. Tu sais. Puis ça, j'en aurais fait peut-être plus longtemps. Encore une fois, ça passe vite, 10 cours. Il y avait des cours d'histoire de l'art aussi qui se mélangeaient à ça. Même chose, en histoire de l'art, je gardais les instruments là, au centre de mon questionnement puis de mes préoccupations. Donc, après ça, muséologie, ben ça s'est fait pendant la pandémie. Donc, mes 10 cours, je les ai faits en 2 sessions là, à temps plein de chez nous. Fait que là, en arrivant au bout de ça, ben, j'avais pas le goût d'arrêter. Fait que, puis comme je te dis, tu sais, vu que je le fais depuis longtemps, j'ai accumulé vraiment beaucoup de sources. J'ai l'impression, quand je le faisais, souvent les gens me disaient, ben, t'es en train de faire un travail de maîtrise, tu sais, mais ce qui me manquait, je trouvais, c'était le processus intellectuel
que demande la maîtrise, le processus de réflexion, d'être capable de faire du sens avec tout ce que tu as ramassé comme source, d'en faire une synthèse, de garder les éléments importants. Donc, j'ai senti que, ouais, OK, let's go, on continue. Puis, bon, au niveau de la famille, ça marchait encore aussi. Fait que, let's go, on continue. Puis, ben, écoute, je suis en train de la faire assez rapidement, là, la maîtrise. La scolarité est faite, donc, ouais. C'est ça. Puis, tu es allé vers Joanne Burgess, qui est professeure au département d'histoire de l'UQAM. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller vers elle en particulier? Bien, Mme Burgess, je la connaissais de réputation. Je n'avais pas eu de cours avec elle. Mais c'est, selon moi, une grande historienne puis une grande intellectuelle pour qui là, j'ai un respect énorme. Et puis, Mme Burgess a travaillé dans ses propres travaux de maîtrise et de doctorat pas mal dans le même champ spatio-temporel qui m'intéresse là, pour mon projet. Donc, Montréal, début du 19e siècle. Elle s'est intéressée beaucoup à la culture des artisans, toute la production artisanale à l'époque pré-industrielle. Et puis, moi, j'ai beaucoup de sources là-dessus. C'est une grosse partie, en fait, de mon travail. C'est la fabrication des instruments de musique entre 1820 puis 1850. Donc, j'ai senti que Mme Burgess serait sûrement la meilleure personne pour me guider à travers ça. Tu sais, j'étais assez autonome, là, malgré tout, dans tout ça. Fait que, mais, tu sais, comment je dirais, peut-être le respect ou la confiance, je devrais dire, qu'elle peut me guider intellectuellement à avoir des raisonnements plus développés, tu sais, puis tout ça. C'est pas une spécialiste de la musique, elle me l'a dit d'entrée de jeu, elle dit, je suis pas... je connais pas plus que ça qu'il faut, là, la musique, tu sais. Mais c'est pas pour ça, tu sais, je veux dire que j'ai désiré travailler avec elle. C'est vraiment pour l'accompagnement intellectuel. Et puis, ça se passe très bien, là, je veux dire, elle m'amène à réfléchir des fois un petit peu plus que où je m'étais arrêté, tu sais. Puis je pense que c'est ça, la maîtrise. Ce qui est beau dans la maîtrise, c'est de se pousser un petit peu plus loin là, dans notre raisonnement d'historien. Là. Absolument. Ouais. Puis comment ça s'est passé, le processus de création du projet de recherche en tant que tel? Ben, en fait, sur le long terme, hein, comme tu vois, tu sais. Mais le défi pour le projet en tant que tel, c'est d'être capable de réduire un peu mes intérêts. Tu sais. Depuis toutes ces années-là, je te dirais que du début 19e jusqu'à 1960, tu sais, c'est l'espace-temps qui m'intéresse. Fait que j'ai beaucoup de matériel sur d'autres moments, tu sais, sur le 20e siècle. Beaucoup de choses qui m'intéressent. J'ai déjà poussé des recherches dans différentes directions, tu sais, tout ça. Donc, c'était de focusser, de dire, OK, un projet de maîtrise, il faut que ça soit quand même assez concis. Puis là, Mme Burgess, justement, elle m'a beaucoup aidé, là, tu sais, à contenir ça, tu sais, dans un projet qui va déboucher sur un mémoire qui fera pas 300 pages non plus. Tu sais, à l'UQAM, présentement, il y a une volonté de faire des mémoires un peu plus courts, là, autour d'une centaine de pages, tu sais. Fait que, bon, probablement que ça va dépasser ça, là, tu sais, je travaille fort, mais tu sais, j'en avais beaucoup à dire, puis fait que le rôle d'une directrice comme Mme Burgess, c'est d'aider à focusser, puis d'aller à l'essentiel, puis de trouver la bonne problématique, tu sais, de trouver les bons enjeux à étudier au travers de ça. Puis justement, est-ce que tu voudrais nous présenter ton procès de Ben recherche? Oui. Où est-ce qu'il est rendu en ce moment? C'est ça. Absolument. Ouais. Ben, écoute, vous avez compris que je parle de musique, hein? Décidément. Mais bon, je m'intéresse plus particulièrement au commerce musical entre 1820 et 1851. Okay? Je vais tout de suite expliquer cette base temporelle-là, c'est-à-dire que 1819-1820, on a dans le premier bottin à Montréal, Deutsch, une mention d'un fabricant d'instruments. Donc, pour moi, c'est la première mention que j'avais réussi à trouver d'un fabricant d'instruments qui s'annonce là, ouvertement, tu sais, comme fabricant. On est vraiment dans le mercantilisme encore à cette époque-là. Donc, tu sais, les importations, ils nous viennent d'Angleterre, ils nous viennent de la Grande-Bretagne, de l'Écosse, et tu sais, c'est un système qui est déjà bien huilé, là. Donc, mais quand même, apparaît un premier fabricant d'instruments qui dit, moi, je vais fabriquer ici à Montréal. Et 1851, ben là, 1851, il y a, à mon avis, un changement de paradigme un peu, dans le sens où, après la grande exposition de Londres, on est allé présenter des pianos à Londres, fabriqués ici à Montréal. Donc là, la fabrication
au Bas-Canada. Bon, on n'est plus au Bas-Canada, on est au Canada-Est là, à ce moment-là. On est dans le régime d'union, mais prend son envol, prend son indépendance, selon moi. Et puis, puisqu'on présentait un instrument, écoute, je pense qu'on était la seule colonie qui présentait de la facture instrumentale à la Grande Exposition de Londres. Donc, j'ai décidé d'opérer dans cet espace-temps-là. Le commerce musical. Le commerce musical, pour moi, ça comprend autant les aspects commerciaux de vente d'instruments, mais aussi du professeur qui va vendre ses services, des publications musicales. Donc, tout ce qui pourrait avoir une notion de commerce, en termes de consommation, mais aussi tout l'aspect fabrication, tout l'aspect facture instrumentale qui se développe. Donc, c'est les deux axes principaux, je te dirais, là, que j'exploite dans mon projet, qui prennent à peu près, que j'essaye de diviser là, le plus également possible. Donc, au niveau de la consommation, je te disais, ma ligne directrice avec tout ça, c'est de garder l'instrument au centre de mon questionnement, mais pour me rendre à quelque part avec ça, je suis le musicien, OK? Fait que je me dis, bon, en suivant le musicien, qui soit professeur, qui soit chef d'une bande militaire ou simplement musicien d'orchestre, ça me permet d'atteindre d'autres espaces où se produisait la musique. Ça me permet de me rendre du côté amateur. Tu sais, je veux dire, les sources qu'on trouve dans les journaux, il va y avoir des mentions de spectacles, des trucs comme ça, mais on est dans le domaine public. Tu sais. Et puis la vie musicale, c'est beaucoup plus large que ce qui est présenté publiquement. Puis encore de nos jours, c'est encore le cas. Je veux dire, il faut rentrer dans la notion de vie musicale, tout le monde qui pratique de façon amateur un instrument chez eux. Mais sans source, au début du 19e siècle, c'est difficile de les atteindre, ces gens-là. Fait que moi, mon idée, c'est que en suivant l'instrument de musique, peut-être que je peux rentrer à des endroits qui sont moins évidents là, en cherchant des sources traditionnelles. Donc, tu vois, le professeur m'amène dans toute l'éducation musicale, mais la pratique à l'époque amateur des jeunes filles qui apprenaient le piano. Est-ce qu'on leur enseignait juste une littératie musicale ou il y avait plus que ça? Ça fait partie des questionnements que je me pose aussi. Est-ce qu'il y avait une certaine régulation aussi sociale qui opérait par les cours de musique? Puis bon, là, je vais juste te donner des petits indices, mais c'est fascinant comment je peux aller dans ces directions-là. Il y avait une grosse vie musicale aussi qui était reliée aux bandes de régiments. Donc, Montréal étant une ville de garnison, il y avait tout le temps un ou deux régiments à Montréal. Et puis, ces régiments-là avaient leur orchestre, leur fanfare. Je vais le dire grossièrement en disant fanfare, mais donc une bande de musiciens avec un chef, un chef de bande qui est généralement un musicien de haute formation. C'est souvent dans l'armée britannique, c'était des Allemands, c'était souvent des immigrants. Puis ces gens-là ont beaucoup à voir là, dans le développement de la vie musicale ou même du commerce musical. Donc, les instruments avant, si on les suit justement avec ces bandes militaires-là puis ces orchestres-là, on se rend dans différents endroits qu'on n'aurait pas imaginé là, de prime abord. Même chose pour les orgues. Les orgues, les églises. Montréal est connu pour avoir beaucoup d'églises. Puis à cette époque-là, c'est là qu'ils sont bâties, les églises, là, fait qu'ils apparaissent. Donc, si on suit l'orgue, qui est l'instrument maître de l'église, là, on est en contact avec les marguilliers, on est en contact avec les paroissiens, finalement, qui sont invisibles là, dans notre récit, mais qui sont là, qui sont les gens qui dans le fond, qui sont en interrelation avec l'orgue à tous les dimanches. Tu sais. Donc, une partie publique, mais il y a une partie très intime, si tu veux, dans la relation entre l'instrument et l'Église. Mais les facteurs d'orgue, écoute, ils construisaient des gros instruments pour les églises. Il y avait... les paroissiens devaient payer ces instruments-là. Donc là, moi, je m'intéresse aussi aux relations de confiance entre les paroissiens et les marguilliers qui sont prêts à donner une somme assez substantielle à un facteur d'orgue qui va construire un orgue pour l'Église, mais on veut que l'orgue dure des années, évidemment. Là, tout le monde va avoir contribué à ça. Fait bref, en suivant les instruments, ça me permet d'aller dans beaucoup de directions. Là, je suis les instruments, je te disais, disons, avec le musicien, mais
Je peux les suivre avec les fabricants aussi. Donc, rentrer dans les ateliers. J'ai été chanceux. Les sources judiciaires, je suis tombé sur des procès, dans le fond, dans les années 1830, qui sont très révélateurs de ce qui se passait dans un atelier de fabrication d'instruments. Des litiges autour d'un instrument, soit qui n'a pas tenu la route, là, disons. Un des personnages principaux de mon projet, c'est George Hooper Mead, un immigrant anglais qui commence à fabriquer des instruments en 1828, puis tout de suite en 29, il a vendu un piano, puis le piano, sa première hiver au Québec, ça n'a pas été bon, là. Ça n'a pas marché du tout, ça a tout craqué. Fait que le gars, il est pas content, tu sais, c'est Benjamin Hart, c'est un homme d'affaires qui faisait beaucoup de procès, là. Son fils est avocat, puis c'est des gens qui sont habitués d'aller en cours, puis tu sais, si ça marche pas, on s'en va en cours. Bon. Il amène George Mead en cours et puis là, d'un coup, il dit non, écoute, ils m'ont vendu un piano que c'est pas bon. Puis il y a encore un gros favoritisme par rapport aux importations britanniques. Le piano britannique est répandu. Puis lui, George Mead, dit moi, j'en fabrique, je vais vous les vendre un peu moins cher. Mais là, tu sais, il y a toute sa réputation à bâtir. Donc, tous les concepts de réputation est très fort, le caractère de l'individu, là, c'est des choses que j'étudie beaucoup là, dans ce domaine-là. Mais bon, oui, tout ça pour revenir aux archives judiciaires. Tu sais. Donc là, tu as les employés, tu as les artisans, les compagnons, dans le fond. On est encore dans un système pré-industriel où tu as un maître, hein, tu as des apprentis, tu as des compagnons, des journeymen, qu'on va dire en anglais, qui travaillent dans l'atelier. Il y a une certaine division du travail qui opère, mais ces gens-là, ils sont appelés à témoigner. Pour dire non, écoute, on l'a fait de telle façon, puis oui, les bois, écoute, il avait été bien choisi, et s'il n'était pas assez sec, ben on a des mesures pour assécher le bois, puis on le fabrique de telle façon, puis tout ça. Écoute, c'est magique, là. Pour moi, ça me permet de rentrer dans l'atelier, de voir comment les instruments sont fabriqués, quels sont les enjeux, quelles sont les relations entre le maître et ses employés, là, les compagnons à l'époque. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis là, on se rapproche beaucoup de l'expertise de Mme Burgess, justement, là, au niveau, elle a étudié au niveau des travailleurs du cuir puis du soulier, là, de la chaussure. Mais ces relations-là de travail, pour moi, sont importantes. Dans les instruments de musique, en bout de ligne, un instrument qui est fabriqué dans un atelier où plein de monde ont travaillé dessus, ben, il y a un nom décrit sur l'instrument. Non, mais c'est vrai. Donc, il y a toute cette notion-là d'autorité. L'autorité, l'auteur, mais aussi l'autorité au sein de l'atelier. Je veux dire, il y a une confiance qui doit circuler pour que le maître s'absente, disons, de son atelier puis laisse ses ouvriers fabriquer quelque chose sur lequel il va apposer son nom. Fait que ces enjeux-là aussi, je les retrouve dans certaines causes judiciaires où un employé n'aurait pas bien travaillé, congédié, il n'est pas content, il amène le maître en cours. Donc là, on a toute la relation de responsabilité, de confiance, ce que j'appelle, moi, l'économie morale de l'atelier, en fait, dans mes travaux. Comment ça se passe vraiment là, en termes de fabrication. Fait que là, j'entends que tu mobilises les archives judiciaires beaucoup. Tu as mentionné aussi les publicités, énormément. Ouais. Puis les coupures de journaux, c'est quoi les autres types d'archives que tu utilises sinon? Ben écoute, sinon je me réfère aussi, moi je suis sur Ancestry depuis très longtemps parce que très tôt j'ai découvert que la généalogie pouvait aussi m'aider. Tu sais, je me suis dressé en premier un portrait des différents acteurs, puis je leur ai tout parti un arbre. Puis là je te parle de ça là, quasiment 10-12 ans. Donc là avec la généalogie, ben tu sais, tous les actes de naissance, les mariages, tu vois les réseaux familiaux en fait aussi beaucoup par ce type de documents là, lors d'un mariage, ben, tu sais, c'est pas anodin qui est le parrain, disons une naissance, plutôt un baptême qui est le parrain de l'enfant. Oh, hey, c'est un autre fabricant de piano, tu sais, puis tout ça. Fait que, tu sais, oui, les actes de naissance, de décès, de mariage, les recensements. Évidemment, les recensements. Mais dans mon cas, les recensements, tu vois, le premier recensement là, au Canada officiel est en 1851, qui est moi, la limite temporelle, là, où je m'arrête, en fait. Donc, le recensement de 1840, tu sais, qui peut aider, mais c'est pas ça, je te dirais que c'est quand même assez mineur, là, tu sais, c'est quand je veux peut-être plus situer géographiquement, tu sais, les déplacements du commerce, là, au fil du temps. Puis justement, quand on parle de situer géographiquement, c'est vraiment Montréal-Lille. Comment tu as défini ton cadre spatio-temporel? On a parlé de la période, mais le lieu, qu'est-ce qui t'a fait choisir Montréal? Oui, ben écoute, c'est à ce moment-là où
la période qui m'intéresse, en fait, c'est exactement où Montréal prend un peu le dessus sur Québec. OK? Fait que j'aurais pu aussi dire Québec, il y avait de quoi d'intéressant qui se passait à Québec. Mais vraiment, l'émergence, selon ce que je peux en lire, là, initialement, avec mes premiers travaux, ben, c'est vraiment à Montréal que ça décolle, pour de vrai. Je suis Montréalais aussi. Donc, je suis passionné par Montréal. Au travers de tout ça, là, on parle beaucoup de musique depuis le début, mais l'histoire, pour moi, c'est aussi beaucoup plus que ça. Donc, je m'intéresse beaucoup à l'histoire du 19e siècle, là, at large, si tu veux. Pourquoi le 19e? Quand j'ai commencé à fouiller, j'ai trouvé ça passionnant, le 19e siècle. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui s'expliquent par le 19e siècle. Beaucoup de choses qu'on vit maintenant qui s'expliquent par le 19e siècle. Et Montréal est la métropole et le centre névralgique qui s'implante à ce moment-là, vraiment, là, en termes de navigation, en termes de circulation des biens, circulation des personnes. J'essaie aussi de positionner Montréal dans le réseau urbain nord-américain. Pour moi, c'est une ville qui avait sa place avec les autres grandes villes où, au même moment, commençait la facture de piano aussi à Boston, à New York, à Philadelphie. Donc, Québec, rapidement, est dépassé par Montréal. Là, puis ça, je te dirais que c'est une première lecture qui m'a permis de découvrir ça en me disant, OK, ben écoute, je vais focusser sur Montréal. Dans mes recherches, outre mon projet de maîtrise, évidemment, je m'intéresse au Québec en entier. Ouais. Mais donc, oui, Montréal m'offre beaucoup, en fait, en termes de journaux disponibles, en termes de sources. Puis comme je te dis, j'étais à Montréal, fait que c'était facile d'aller à BNQ, Vieux-Montréal, fouiller dans les archives, beaucoup plus que d'aller à Québec. Fait que peut-être c'est un peu ma propre localisation là, qui a influencé aussi. Écoute, il nous reste pas énormément de temps, mais il y a des petites questions que je veux absolument te poser. Est-ce que tu conçois la démarche scientifique comme étant un acte qui relève de l'art et de la création? C'est une belle question, ça. C'est une belle question. Au niveau de l'art, je sais pas, mais de la création, oui. Ouais, parce que l'art, je pense qu'il faudrait peut-être le définir un peu là, pour être capable de répondre. Mais au niveau de la création, oui. Je pense qu'il y a comme il y a un processus créatif chez l'historien. Il faut faire appel à notre imagination. La source, en tant que telle, à l'état brut, elle parle pas, elle est muette quand même. Tu sais. Donc, elle doit prendre vie par l'imagination de l'historien. Fait qu'à ce moment-là, selon moi, il y a un certain processus créatif tu sais, qui opère. On peut, après ça, faire des analogies avec d'autres choses qu'on connaît pour réussir à en faire du sens. Mais tout ça, tu sais, ça se passe un peu dans notre imagination. Donc oui, un travail créateur, en fait, quand l'historien réussit là, à créer un lien entre le passé et le présent, ben, c'est son présent d'historien aussi. Mm-hmm. Tu sais, l'histoire est écrite différemment à toutes les époques, en fait. Tu sais, puis moi, je crois beaucoup à la subjectivité de l'historien. Donc tu sais, on atteint, selon moi, juste une petite parcelle là, de la réalité historique si une telle chose existe. T'sais. Donc, on peut pas... C'est l'historien, c'est par l'historien, dans le fond, qu'on est capable, selon moi, d'établir un certain récit historique qui va toujours rester très subjectif, mais qui peut pas échapper à une certaine créativité parce que sinon, on va juste relater des sources dans une progression chronologique très linéaire, puis ça veut pas dire grand-chose, en fait. S'il n'y a pas d'interprétation, puis l'interprétation, ben, est intime à l'historien. Il y a une certaine... tu dois vivre avec ton sujet, tu dois avoir une certaine empathie pour ton sujet. Donc, tout ça, ça se passe dans l'intimité, selon moi, de l'historien, puis c'est très connecté à l'esprit créatif. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, dans la littérature historienne, souvent, pas souvent, mais ça revient assez régulièrement. Il y a beaucoup d'historiens qui comparent l'historien à l'artisan. Puis, ça a fait beaucoup jaser là, à toutes les époques, un peu, cette conception-là. Puis, je serais curieuse de savoir un peu, toi, comment tu interprètes justement cette conception-là. Est-ce que tu vois des liens? Est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui te met mal à l'aise? Ou...
Ben non, tu sais, je veux dire, l'artisan, si on prend l'artisan, qu'est-ce que c'est un artisan? Ben c'est que, à tout le moins, dans la période que je m'intéresse, je parle beaucoup des artisans, tu sais, qui sont des gens qui travaillent avec des matériaux bruts. Oui. Bon, l'historien, son matériau brut, c'est les sources, c'est les archives. Et puis, qui doit avoir une certaine connaissance, un certain apprentissage, en fait. Tu sais. L'artisan, surtout là, la période qui m'intéresse, début 19e, on a encore des apprentis. Donc, on a encore un système où tu deviens apprenti d'un maître, puis pendant 7 ans, tu sais, tu vas apprendre les secrets du métier. Comme nous avec nos directeurs, directrices. Ben exactement, tu sais. Fait qu'après ça, le processus académique, c'est, écoute, tu fais ton bac en histoire, ben c'est ton apprentissage, puis tu vas couvrir beaucoup plus large que, en bout de ligne, peut-être, ce qui va t'intéresser, tu sais, mais c'est des outils, tu développes tes connaissances. Donc, tu as un bagage d'apprentissage, un bagage de connaissances qui doivent intervenir après ça en utilisant un matériau. Tu sais. Puis le matériau, c'est nos sources. Sans les sources, l'historien n'est pas capable de faire grand-chose, en fait. Après ça, on tombe dans la littérature plus romancée, si on veut, tu sais, juste partir sans source puis dire peut-être à l'époque ça se passait comme ça, mais c'est pas ça le travail d'historien. Donc, oui, c'est un artisan de l'histoire, c'est un artisan tu sais, je garde quand même une certaine proximité, moi, entre le récit construit et la réalité historique. Comme je disais tantôt, tu sais, tout ça, l'historien le fabrique à quelque part. Donc, c'est un artisan, oui, parce qu'il réussit à fabriquer un récit à partir d'un matériau. C'est ça, avec des outils intangibles et intellectuels. Et voilà. Et son outillage qu'il a acquis par son apprentissage. Oui, c'est ça, ce qui fait que chaque historien travaille différemment. Ces matériaux à cause de son bagage. Puis c'est ça qui est beau, tu sais, je veux dire, c'est ça qui est beau parce que, tu sais, dans le processus scientifique de l'histoire, c'est que tu te soumets aussi à l'observation des autres, puis à la critique des autres, puis je pense pas qu'il y a un historien qui peut prétendre un jour dire écoute, ça c'est la version finale, là, tu sais, puis personne ne va être capable de démentir ça. Non, l'autre d'après va peut-être trouver juste une source qui va comme être capable d'aller plus loin, ou à tout le moins son présent à lui va l'amener à avoir une perspective, une interprétation différente. Fait que tu sais, on est tous différents, mais je trouve ça beau, puis tu sais, c'est le fun. Moi je me plais à challenger des vieilles conceptions, si tu veux, dans mon projet, dans mon mémoire, et je souhaite que plus tard, tu sais, d'autres amènent ça plus loin, puis ils disent, ben non, Francis Lapointe, là, il n'y avait pas accès à tout, puis tu sais, il n'y a pas... non, mais c'est vrai, tu sais, je pense que c'est ça, ouais. Absolument. Puis, comment est-ce que tu vois un petit peu l'avenir de l'organologie? Est-ce que tu penses que ça peut être un champ qui va s'élargir? Comment est-ce que tu vois ça un peu arriver? Ben, écoute, l'organologie, là, est associée beaucoup à la musicologie. Ça a longtemps été une sous-discipline de la musicologie, donc... qui était beaucoup associé à la classification, au monde muséal. Tel instrument, bon, est fabriqué de telle façon, a telle fonction, est activé de telle façon. Tu sais, un tambour, ça a une membrane, un instrument avant, il faut que tu souffles dedans. Les cordes, vibrations. Tu sais, donc, ils ont toutes, tu sais, leur matérialité et leur façon de fonctionner qui est différente. Donc, les organologues, pendant longtemps, se limitaient pas mal à ça. Okay. Depuis quelques années, l'organologie s'ouvre à la vie sociale des instruments. Donc, tu sais, qu'est-ce que ça signifie, cet instrument-là, dans une société donnée? Quelles sont les interactions autour de ces instruments-là? Donc, à partir de ce moment-là, je pense, dès l'ouverture de l'organologie vers des préoccupations plus larges, ben, je pense qu'il y a une interdisciplinarité là, qui arrive. Donc, l'organologie, à mon avis, sort de la musicologie à ce moment-là. Moi, mon pari, c'est d'amener ça un peu du côté de la discipline historique. Donc, ça va pas de soi, là, on parle pas d'organologie normalement en histoire, parce qu'il y a une certaine familiarité peut-être avec la musique ou l'instrument qui est nécessaire aussi. Oui. Pour parler de musique, on ne veut pas s'enfarger, on ne veut pas dire non plus des bêtises. J'ai senti une certaine réserve, jusqu'à date, la majorité des historiens à aborder le sujet de la musique. Mais je crois que c'est, avec quelques connaissances, on peut faire quand même pas mal de millages. Et puis, par mon parcours, là, je te dirais, là, de premier cycle, là, tu sais, la majorité des fois que je faisais des travaux sur les instruments de musique, j'avais des bons commentaires. C'était comme, ah, ben oui, tu sais, parce que, je veux dire, on atteint comment je dirais,
une nouvelle conception peut-être d'une société que jusqu'à là, on n'avait pas vue. Donc, l'organologie peut vivre en histoire, selon moi, assez facilement. Puis comme je te dis, c'est un peu le pari là, que je fais. Mais c'est une discipline qui s'ouvre beaucoup. Cet été, je suis membre du American Musical Instruments Society, qui est une organisation d'organologues, vraiment. Et puis, je suis allé présenter une conférence au mois de juin, parce que la conférence se donnait à Calgary, ici au Canada. J'en ai profité, on est chez nous, puis encourageait des sujets canadiens. Donc, je me suis présenté comme étudiant à la maîtrise de l'UQAM. Et j'ai parlé un peu de ce que je parlais là tantôt, surtout au niveau de l'économie morale de l'atelier. Puis ces gens-là étaient vraiment fascinés par ce que je leur racontais. Puis là, je me suis rendu compte que, OK, cool, j'arrive là avec une perspective vraiment historienne et j'avais un accueil incroyable. Donc, je pense que c'est simple et ça peut vivre, pour répondre à ta question là, plus concrètement. Il y a beaucoup à faire. Puis, il y a des gens là, qui commencent là, à pousser un peu là, sur les facteurs d'orgue, sur sur les instruments de musique en tant que tel, j'en connais pas énormément, mais sur la vie musicale, il y a un beau projet de recherche là, qui a cours présentement interuniversitaire sur la vie musicale où on cherche à décloisonner un peu, à aller au-delà juste de la musique savante qui a été l'objet d'études principales depuis longtemps, là, quand on parle d'histoire de la musique. Donc, il y a plein de belles avenues, en fait, qui s'ouvrent, puis je souhaite, en fait, que ça fleurisse là, beaucoup, là, ouais. C'est tellement le fun. Ça ferait tellement un beau cours thématique, tu sais, de fin de bac là, qui font. Ouais, certainement. Puis sinon, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois, prochaines années? Peut-être faire développer un cours thématique. Non, en premier lieu, ça serait dans la prochaine année de finir mon mémoire, là, de me mettre à l'écriture. J'ai commencé à écrire un peu pour tâter un peu le ton à adopter. Puis j'ai commencé à faire des tests d'écriture un peu. J'ai encore beaucoup de recherches à faire. Je dois passer quand même là, les prochaines semaines / mois à retourner aux archives. Je vais retourner dans certains cas, certaines archives judiciaires qu'à l'époque, j'avais pas les mêmes questionnements, j'avais pas la même perspective non plus. Fait que je vais retourner dans certaines sources aussi pour aller les re-questionner comme il faut. Donc, ouais, comme finaliser comme il faut la recherche, puis écoute, rédaction, tu sais, puis après ça, on verra bien. Là. C'est sûr que j'adore ça étudier, je suis passionné, fait que peut-être doctorat par la suite, mais côté familial, là, je pense que j'ai besoin de travailler peut-être aussi entre les deux un petit peu. On verra. Puis, petite question que j'aime poser à tout le monde. Là, je t'ai posé qu'est-ce qui s'en vient pour toi, mais qu'est-ce qu'on te souhaite? Qu'est-ce qu'on me souhaite? Écoute, je vieillis un peu. Fait qu'on me souhaite la santé, j'imagine, tu sais, puis d'être heureux, tu sais, puis d'être heureux. Je pense que quand ça c'est là, je pense qu'après ça, tout peut se faire. C'est vrai, c'est tellement ça. Ouais. Hey, merci. Ça me fait plaisir, Héloïse. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis vraiment honoré de participer à ton podcast. Merci beaucoup. Merci, Francis.